Google Maps ne fait pas de distinction. Il capture toutes sortes de biens et de mal, depuis l'espace et depuis le bord des routes. Nous sommes toujours surveillés. Affaire numéro 1. Cette affaire se déroule en Espagne en 2023. Jorge Luis Pérez Oanderina était un ressortissant cubain de 34 ans qui a immigré en Espagne en janvier 2023. Il n'était pas seul dans ce déménagement et était accompagné de son cousin Zara Godzer. À son arrivée, il s'est installé à Soria et a renoué avec une vieille connaissance cubaine. Il s'agissait d'une femme et son intérêt était de nature romantique. Elle était connue dans le village sous le nom d'Alicia, mais elle s'appelait peut-être autrefois Suzanne. Alicia vivait dans un village voisin appelé Tajueco, juste à côté de Soria. Le village était très petit avec environ 56 habitants. L'un des 55 autres habitants était Manuel Isa, un Espagnol de 48 ans. Pour les habitants, il était connu sous le nom d'El Lobo de Tajueco, en français, le loup de Tajueco. Alicia et Manuel avaient été mariés autrefois et ils partageaient toujours une maison. De la vie générale, Manuel était respecté par ses voisins et tout le monde connaissait le couple. Emmanuel ne semblait même pas trop dérangé par l'intérêt de Georges pour son ex-femme, Alicia. Manuel et Alicia possédaient et exploitaient tous deux un petit stand de nourriture. Et Georges était connu pour parfois donner un coup de main. En fait, la dernière fois que Georges a été vu vivant, c'était sur leur stand à la mi-novembre 2023. Fin 2023, Georges était en contact régulier avec son cousin Zara Godzer, et de temps en temps, il rendait visite à son intérêt amoureux, Alicia. Cependant, le 23 novembre 2023, le cousin de Georges a reçu un message WhatsApp troublant depuis le téléphone de Georges affirmant qu'il avait rencontré une fille et qu'il quittait Soria, ajoutant qu'il allait se débarrasser de son téléphone portable. C'était incroyablement inhabituel et son cousin est devenu plutôt inquiet. Ils ont fait de leur mieux pour entrer en contact avec Georges, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Ce silence soudain les a remplis d'effroi et ils ont déposé un rapport de disparition auprès de la police nationale à Soria le jour même. La disparition de Georges a été enquêtée comme un crime possible dès le départ en raison de la nature bizarre de ces textos d'adieu. Quelque chose ne semblait tout simplement pas correct. Les enquêteurs de Soria se sont concentrés sur les contacts proches de Georges et ils ont rapidement appris ses liens étroits avec Alicia et Manuel. Le couple est devenu des suspects principaux et Alicia a fait des déclarations incohérentes. Elle a d'abord menti à la police, affirmant qu'elle avait simplement hébergé Georges comme invité, puis qu'il était parti de son propre gré. Mais tout le monde savait dans le village, parce qu'il était si petit qu'ils avaient une relation plus étroite qu'elle ne le laissait entendre. Ils savaient qu'ils étaient quelque peu impliqués sentimentalement. Les enquêteurs ont ensuite réussi à retracer le faux message d'adieu envoyé depuis le téléphone de Georges à son cousin jusqu'à la ville de Pierrefitte. C'était à 120 km de sa maison à Soria. On pourrait penser qu'il s'était vraiment enfui dans cette autre ville. Mais voilà le problème. La police a également découvert que ce même jour, les téléphones portables d'Alicia et Manuel avaient relayé des antennes relais dans cette même ville. Que faisaient-ils à 120 km de chez eux? Pour la police, cela indiquait qu'Alicia et Manuel s'étaient rendus hors de la ville avec le téléphone de Georges pour envoyer les messages, essayant de créer l'histoire de Georges s'enfuyant avec une nouvelle femme. La police manquait de preuves définitives, mais elle était toujours convaincue que Manuel et Alicia avaient quelque chose à voir avec la disparition de Georges. Et donc, dans le but de collecter des preuves, ils ont commencé à mettre le couple sur écoute. Près d'un an s'est écoulé avant que quelque chose de très intrigant ne se produise. Dans le paisible village de Tajueco, une voiture Google Street View est passée par là pour la toute première fois en 15 ans. Publiée en octobre 2024, elle a capturé une scène glaçante dans la rue nord du village. Un homme était penché sur le coffre ouvert de sa voiture rouge, en train de charger un paquet enveloppé de plastique blanc qui ressemblait étrangement à un corps humain. La silhouette sur l'image était un homme chauve en veste bleue et bottes. C'était El Lobo de Tajueco, bien sûr, autrement connu sous le nom de Manuel. Remarquablement, une autre image Street View, sous un angle différent, semblait montrer une silhouette floue, vêtue de sombre, poussant une grosse masse enveloppée de blanc dans une charrette à bras dans la rue. Ce qui devait avoir été pris avant que le paquet ne soit placé dans le coffre. La police a mentionné plus tard qu'elle était parfaitement au courant de ces photographies, mais qu'elles n'étaient pas des éléments d'information clés qui ont aidé à construire l'affaire. Selon eux, ils se rapprochaient déjà du couple.
Cependant, peu de temps après la publication de ces images, le 12 novembre, la voiture de Manuel a été fouillée. Mais pas seulement, la maison de Manuel et Alicia a également été fouillée. Au cours de cette opération, la police a découvert d'autres preuves accablantes. Ils ont trouvé les effets personnels de George, des traces de sang et des restes biologiques liés à George, ce qui impliquait que George avait été démembré. Ces découvertes, combinées aux récits contradictoires du couple, ont incité les autorités à agir immédiatement. Simultanément, les agents ont arrêté Manuel et Alicia. Et sans hésitation, un juge a ordonné que tous les deux soient placés en détention provisoire sans libération sous caution pour suspicion d'homicide. Mais de manière cruciale, les enquêteurs cherchaient toujours le corps de George. En se basant sur les relevés téléphoniques des suspects et d'autres pistes, la police s'est concentrée sur un cimetière isolé à environ 10 km de Tajueco. Et là, le 11 décembre 2024, sous une terre fraîchement remuée, ils ont fait la macabre découverte. Le torse démembré d'un corps humain dans un état avancé de décomposition. Il n'y avait pas de bras, pas de jambes et pas de tête. Ces parties avaient été coupées et restent introuvables à ce jour. Les tests médico-légaux sur ce torse ont confirmé le pire. C'était le corps de George. Cela a finalement fourni la preuve concrète que George avait été tué et que le message texte était probablement un faux. Les enquêteurs ont noté que la cause du décès n'est toujours pas confirmée en attendant la découverte de la tête ou d'autres parties vitales. Les restes récupérés et les détails de la scène de crime suggèrent un meurtre horrible suivi d'un démembrement atroce au début du mois de novembre 2023. Un voisin a admis avoir vu la photo du coffre en ligne, mais il n'a jamais imaginé que cela pouvait être un cadavre. Manuel n'avait aucune idée que les caméras de Google l'avaient pris littéralement en flagrant délit. L'affaire n'a pas encore été conclue et la course pour trouver la tête de George se poursuit. Affaire numéro 2. Cette affaire se déroule en Irlande en 2023. Robin Wilkin était un résident de 66 ans du Donegal et un ancien marin. En juin 2023, Robin passait une grande partie de son temps dans les villages côtiers autour de Killybegs, le principal port de pêche de l'île. Il était connu comme un retraité sociable qui rencontrait occasionnellement des jeunes du coin pour boire un verre dans les pubs. Le soir du 24 juin 2023, Robin a rejoint deux connaissances, un homme de 39 ans nommé Alan Vile et une jeune femme de 23 ans nommée Nikita Burns. Les trois ont passé une soirée à Dunkinilly. Cependant, ils n'étaient pas connus pour être particulièrement proches, mais ils évoluaient dans les mêmes cercles sociaux et partageaient un goût pour les sorties alcoolisées. Nikita et Alan avaient eu une relation amoureuse autour de 2023, bien qu'en été leur relation était incroyablement volatile. Ils étaient tous deux sans emploi et menaient un mode de vie nomade, passant fréquemment leurs journées à boire dans les pubs locaux. Le 25 juin 2023, Robin, Alan et Nikita ont passé leur journée à boire abondamment dans plusieurs pubs de ce village. Les images de vidéosurveillance du bar cet après-midi-là ont montré un courant sous-jacent de tension. Robin semblait être irrité par le comportement d'Alan et les deux hommes ont été observés en train de se disputer brièvement au bar. Malgré toutes les réticences, Robin a accepté de ramener le jeune couple chez eux ce soir-là dans sa Volkswagen Passat. Vers 21h30, les trois ont quitté Dunkinilly avec Robin au volant, Alan sur le siège arrière et Nikita sur le siège passager avant. Ils avaient l'intention de déposer Alan chez lui à Killybegs. Mais alors que la voiture se dirigeait vers l'ouest, une dispute a éclaté à l'intérieur du véhicule. Selon un témoignage ultérieur, Robin s'est énervé contre les critiques d'Alan sur sa conduite, et il s'est donc arrêté sur un tronçon de route isolé. Alan a allégué que Robin a arrêté la voiture et a commencé à le frapper pendant que Nikita sortait soudainement du véhicule pour récupérer quelque chose au bord de la route. Sur ce tronçon de route sombre, le conflit est devenu fatal. Alan a affirmé que Nikita était réapparu à la porte passager, brandissant un gros rocher et a frappé Robin 2 fois à l'arrière de la tête. Il semblait qu'Alan et Nikita avaient agi ensemble pour battre Robin, utilisant le rocher pour lui fracasser le crâne avec au moins 2 coups massifs. Robin a ensuite été déplacé sur le siège arrière de la voiture, saignant abondamment de ses blessures à la tête. Le couple a ensuite conduit Robin vers une zone isolée de falaise. Ils sont arrivés aux premières heures du 25 juin et ont traîné le corps inerte de Robin hors de la voiture, dans une zone de stationnement près du point de vue au sommet de la falaise. Robin a été hissé par-dessus la clôture et laissé au sol près du bord. Quelque temps après qu'Alan et Nikita aient fui les lieux,
le corps de Robin a chuté du sommet de la falaise dans l'océan Atlantique en contrebas. Or, ces falaises en question sont parmi les plus hautes falaises marines d'Europe, et une chute depuis près du sommet est presque toujours fatale. Si Robin n'était pas déjà mort, il l'était certainement quand il a touché l'eau. Quand Alan et Nikita sont partis, ils croyaient que l'océan cacherait toutes les preuves. Cependant, l'enquête sur la mort de Robin a commencé quelques heures après l'incident. Et c'est parce que le 26 juin à 1h45 du matin, le matin après le meurtre, Alan a percuté un fossé avec la voiture de Robin alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Un agent de police intervenant a remarqué des éclaboussures de sang sur le toit intérieur et des bouteilles suspectes d'eau de javel et de produits de nettoyage sur le siège arrière de la voiture. Alan a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, et la découverte de sang dans une voiture accidentée a rapidement soulevé des soupçons de crime violent. Pendant ce temps, Nikita avait subi des blessures mineures lors de l'accident et avait été emmenée à l'hôpital, bien qu'elle ait été libérée plus tard dans la journée. Nikita est allée directement de l'hôpital chez son amie. Là, dans un état d'agitation, elle a fait une série d'aveux accablants. Nikita a dit à son amie Chris Quinn qu'elle avait matraqué la tête d'un homme avec un rocher jusqu'à ce que, je cite, « son visage soit à l'arrière de sa tête ». Mais elle a également dit qu'elle aimait le faire. D'autres connaissances ont également reçu un appel téléphonique de Nikita, au cours duquel elle s'est vantée du meurtre et a insisté sur le fait que le corps ne serait jamais retrouvé. Alarmée par ce qu'elle disait, son amie a secrètement enregistré l'appel téléphonique et a alerté la police. Le 27 juin 2023, les enquêteurs avaient relié la voiture tachée de sang à la disparition de Robin et à l'implication d'Alan et Nikita. Et le 3 juillet 2023, les gardes-côtes irlandais avaient découvert le corps gravement décomposé de Robin flottant dans la mer à la base des falaises. Un examen post-mortem a révélé de multiples fractures du crâne. Un pathologiste a noté que les dommages au crâne étaient entièrement compatibles avec des coups d'un objet contondant et n'avaient pas été causés par la chute de la falaise. Avec cela, Alan et Nikita ont tous deux été arrêtés et tous les deux se sont mutuellement accusés. Une équipe d'enquêteurs a ensuite ratissé le flanc de la falaise après la récupération du corps de Robin. Et là, ils ont trouvé un rocher quadrangulaire ensanglanté près de la plateforme d'observation couvert du sang et des cheveux de Robin. Les enquêteurs soupçonnaient que ce rocher était l'arme du crime, mais sa présence sur la falaise était particulière. Des géologues ont été consultés et invités à déterminer d'où venait ce rocher, afin de comprendre la séquence d'événements que la police pensait avoir eu lieu. Et les experts ont conclu que le rocher ne correspondait pas à la géologie locale. Cela signifiait que le rocher venait d'ailleurs. Connaissant l'itinéraire probable depuis le village où ils ont bu jusqu'à la falaise, une géologue nommée Dr Sophie O'Connor a examiné un mur de pierre entre le trajet et elle a trouvé un trou suspect dans un mur. Elle a ensuite utilisé l'imagerie historique de Google Maps pour confirmer qu'en 2021, un rocher de la même forme que l'arme du crime était présent dans ce mur. Mais en 2023, il avait disparu. Cela suggérait que le couple avait retiré le rocher du mur et l'avait emporté comme arme. Alan et Nikita ont été formellement accusés de meurtre et le procès a commencé en 2025. Le couple a été reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Et enfin, nous avons l'affaire numéro 3. Cette affaire se déroule en Espagne en 2021. Gioacchino Gamino est né en Sicile et a grandi dans l'ombre du pouvoir de Cosa Nostra. C'était un clan mafieux. Au milieu de la vingtaine, il avait rejoint Stida, un clan mafieux engagé dans une lutte violente contre Cosa Nostra. À la fin des années 80, il aurait été impliqué dans plusieurs meurtres alors que le clan se battait pour la suprématie du milieu. Il a été arrêté pour la première fois en 1984 dans le cadre d'une répression menée par le célèbre juge anti-mafia Giovanni Falcone. Bien qu'emprisonné brièvement, il a poursuivi ses activités mafieuses et est devenu un chef du crime local au sein de son clan. Cependant, le crime le plus notoire de Gioacchino a été le meurtre par erreur d'identité d'un homme innocent en 1984. Un meurtre qu'il a ordonné dans 1984, la fausse croyance que la victime était un mafieux rival. Pour ce crime, il a été condamné à la prison à perpétuité. Cependant, pendant son incarcération, une équipe de télévision filmait une nouvelle émission à l'intérieur de la prison. Elle s'appelait « L'île de la Tentation ». Le 26 juin 2002, pendant le chaos du tournage et profitant d'une distraction organisée, il s'est glissé parmi une foule de figurants et a disparu dans les rues de Rome.
C'était bien sûr très embarrassant pour la prison. Un mandat d'arrêt européen a été émis et en 2014, il a même été placé sur la liste des 100 criminels les plus recherchés d'Italie. Après son audacieuse évasion de 2002, Gioacchino a fui en Espagne et a méticuleusement effacé les liens avec son ancienne vie. Il a adopté l'alias Manuel et s'est finalement installé à Galapagar, une petite ville à la périphérie de Madrid. C'est dans cette ville qu'il s'est marié, a gardé un profil bas et a commencé une nouvelle carrière dans le secteur alimentaire. Gioacchino a ouvert un magasin de fruits et légumes appelé El Huerto de Manu, traduit par le jardin de Manu, ainsi qu'un petit restaurant appelé la cuisine de Manu. Bien sûr, Manu étant le diminutif de Manuel. En 2020, les enquêteurs anti-mafia italiens avaient recueilli des indices selon lesquels Gamino se cachait probablement quelque part en Espagne. Une unité spéciale dédiée a passé 2 ans à passer au peigne fin les pistes sur son éventuelle localisation. Début 2021, tout en scrutant des informations en source ouverte sur des cachettes suspectées, la police italienne a fait une découverte stupéfiante sur Google Maps. Sur Google Street View, ils ont trouvé une image de 2 hommes en train de discuter devant un magasin de produits frais appelé El Huerto de Manu. L'un de ces hommes ressemblait à une version plus lourde et plus âgée de l'homme qu'ils recherchaient, qui avait alors 61 ans. Les enquêteurs ont comparé l'homme qu'ils avaient trouvé sur Google Maps avec des photographies de Gamino, et ils ont noté les similitudes, y compris une cicatrice faciale visible même sur l'image de rue floue. La police a ensuite obtenu secrètement d'autres preuves de la véritable identité de Manu. Ils ont trouvé un profil de réseau social archivé pour son restaurant présentant une photographie claire de lui en tenue de chef. Sur cette photo, la cicatrice sur son menton était indéniable. Avec les preuves en main, les autorités italiennes se sont coordonnées avec les forces de l'ordre espagnoles et ensemble, ils ont organisé une mission secrète. Le 17 décembre 2021, les agents ont débarqué dans le quartier de Gioacchino et l'ont appréhendé alors qu'il faisait ses courses. Gioacchino était stupéfait que ces décennies d'anonymat minutieux aient été annulées. Il a demandé à la police « Comment m'avez-vous trouvé ? Je n'ai même pas appelé ma famille depuis 10 ans. » La nouvelle de la capture a été révélée en janvier 2022, après que les procureurs italiens ont confirmé la conclusion réussie de la chasse à l'homme. Le procureur en chef a attribué le mérite à la technologie moderne pour avoir aidé à conclure l'affaire, notant que Google Maps avait effectivement aidé les enquêteurs à localiser sa cachette. En février 2022, il a été extradé vers l'Italie, atterrissant à Rome sous escorte policière. Il a ensuite été traité par la police des frontières et emmené dans une prison de haute sécurité. De retour en Italie, il a repris l'exécution de sa peine de prison à perpétuité. Et c'est là qu'il restera probablement. À travers 3 pays en 2 décennies, 3 histoires très différentes ont convergé vers le même témoin improbable, un satellite et une caméra sur une voiture. Ce qui a commencé comme un outil de navigation est devenu un témoin précieux dans de nombreux crimes. Et on ne sait jamais quels crimes seront découverts ensuite.